C'est pas un métier, médecin. C'est quoi? Une espèce de malédiction. Quoi de neuf aujourd'hui, docteur? Mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés. Voix de médecin, le podcast de témoignages de What's Up Doc qui vous emmène dans l'intimité de l'exercice médical. Il faut composer avec le rythme et les possibilités de chaque enfant accueilli. Nous, on sait qu'on peut les aider, mais c'est parfois pas le bon moment pour eux. Donc il faut aussi accepter que mais c'est peut-être pas cette semaine qu'on va pouvoir l'aider sur telle ou telle problématique. Et donc ça, c'est tout notre enjeu. Bonjour. Docteur Nathalie Régnier est médecin généraliste, spécialisée dans la protection de l'enfance depuis 12 ans. Elle est aujourd'hui responsable médicale du premier centre de santé dédié aux jeunes placés de l'aide sociale à l'enfance, dans lequel elle nous a accueillis. Avec elle, nous avons parlé du trauma complexe, de frustration et de l'importance de la pause déjeuner. Les voix de ces jeunes patients ont été modifiées. J'ai su que je voulais vraiment devenir médecin une fois mes études de médecine entamées. Dès les premiers stages, je me suis dit que ce serait probablement un métier qui me plairait parce que j'étais au contact avec les gens et que je prenais soin d'eux. Et très vite, j'ai su que je voudrais faire une spécialité qui prendrait en charge les gens de façon globale. J'ai su très vite que je ne ferais pas de chirurgie, ça c'était d'emblée, et que les spécialités n'étaient pas forcément ce pourquoi j'étais attirée, parce que ça prenait en charge qu'une partie du corps et pas la personne dans son ensemble. C'était mon ressenti d'étudiante en tout cas. J'imagine que mes collègues spécialistes ne diront pas ça, mais la médecine générale s'est rapidement imposée comme une spécialité qui me plairait. Tac. Comment vas-tu? Toi, tu as 17 ans, c'est ça? Tu vas avoir 17 ans? Ah non, je vais avoir 18 ans. Tu vas avoir 18 ans bientôt. Et où est-ce que tu vis actuellement? Oui. Ici, l'objectif de ce centre, c'est de pouvoir faire le point sur la santé des jeunes accueillis à l'aide sociale à l'enfance. Okay. Que tu nous dises comment tu vas et qu'on voit si on peut t'aider ou s'il n'y a pas besoin. Je me suis assez vite orientée plutôt vers la pédiatrie. C'est lors de mon stage d'interne en pédiatrie où je me suis dit que oui, vraiment, je souhaitais travailler en grande partie avec les enfants. Ils sont pleins de surprises, il faut s'adapter et toujours se réinventer. Beaucoup les observer, puisque finalement, ils savent moins nous transmettre leurs ressentis ou émotions. Et donc, notamment pour la clinique du tout petit, du nourrisson, je trouve ça passionnant de prendre le temps d'observer leurs symptômes pour tenter de comprendre ce qui leur pose problème et pouvoir les prendre en charge le mieux possible. Est-ce que tu as des problèmes de santé à me signaler ? Du genre physique ou... Ouais, est-ce que tu as de l'asthme, j'ai une scoliose. D'accord. Et j'ai une dépression, une nouvelle maladie. Redis-moi. Une dépression. Qui te suit pour ça? J'avais un psychiatre au CMP, mais j'y vais plus. Et ça fait longtemps que le moral n'est pas bon? Ça fait 2 ans que j'ai eu le diagnostic. Et est-ce qu'on t'a prescrit des médicaments? Oui, j'ai un traitement d'antidépresseur. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des idées noires qui viennent quand même de temps en temps? C'est rare. C'est rare, d'accord. Ces 10 dernières années, j'ai travaillé principalement dans la protection de l'enfance et dans la périnatalité. J'étais avant médecin chef de service à l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien qui prend en charge des mères et leurs bébés, des pères aussi, pour du soutien à la parentalité parce que l'arrivée d'un bébé vient parfois bousculer l'état psychique des parents. Notre objectif était de les accompagner dans les premières interactions avec leur enfant et de soutenir cette relation qui se crée. Ça rejoint la protection de l'enfance puisque c'est pouvoir les accompagner avant que des difficultés se créent entre des parents et leur enfant. Au bout de quelques années, j'avais le souhait de pouvoir trouver un autre projet. Plusieurs personnes m'ont parlé de ce centre qui allait s'ouvrir à Paris prochainement. Et j'ai rencontré l'équipe fondatrice du centre Asteria qui m'a présenté le projet. J'ai été très très vite emballée. L'appétit, comment ça va? Ça va, j'ai un bon appétit. Est-ce que tu fumes le tabac? Non. Cannabis? Non. Protoxyde d'azote? Non. Cocaïne? Non. Rien de tout ça? Ok. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Là, je suis en bac pro
Ouais. Mais justement, j'avais arrêté. D'accord, ça t'intéresse pas? Non, ça m'intéresse plus. T'aurais envie de faire quoi, toi? Je sais pas encore, c'est pour ça que je suis en train de chercher en ce moment. T'as le droit de chercher un peu ce que t'as envie de faire, c'est pas facile de pouvoir décider d'une orientation. Le centre d'appui à l'enfance Asteria a ouvert en novembre et accueille des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance pour une évaluation pluridisciplinaire et un suivi si nécessaire, et notamment axé autour du trauma complexe, puisque c'est une des problématiques importantes et peu prises en charge des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance ont très souvent des vécus de violence ou de parcours difficiles. Et ils développent des symptômes à la fois somatiques ou psychiques qui atteignent plusieurs sphères, la sphère des émotions, des apprentissages aussi, du comportement. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire une prise en charge globale de ces enfants dans un même lieu, d'autant plus que nous avons constaté que ces enfants ont souvent peu d'accès aux soins. Les chiffres sont parlants, c'est des enfants qui ont plus de maladies chroniques, plus d'asthme, plus d'eczéma, qui développent plus de troubles de régulation des émotions, des difficultés dans les apprentissages liés à des difficultés psychiques, avec une espérance de vie diminuée à l'âge adulte du fait de leurs difficultés dans l'enfance. L'escalier, il y a un enfant qui m'a dit que ça ressemblait à un bateau pirate. Effectivement, l'escalier a été pensé de façon centrale pour que l'enfant puisse être vu d'un peu partout dans la structure, qu'il n'y ait pas d'endroit qui fait peur dans ce lieu. Tout est pensé en rondeur, tout est pensé en couleur pastel. Il y a ce toboggan central aussi, actuellement en cours de transformation magique, de réparation. Mais pour les enfants, c'est une transformation magique qui est un outil de médiation extrêmement précieux, et notamment pour notre équipe de psychologues qui travaille parfois autour de ce toboggan pour travailler aussi sur les peurs, sur la confiance en soi, et pouvoir aussi prendre soin de l'enfant dès l'entrée dans le lieu, et non pas uniquement l'entrée dans la salle de consultation, mais plutôt pour que l'enfant se sente bien ici, qu'il sente que l'espace a été pensé pour lui. Une manière aussi de pouvoir connaître l'enfant, que l'enfant nous fasse confiance et accepte le soin. Donc, ce toboggan... Des salles de consultation pensées plus pour les examens somatiques, des espaces qui sont spacieux. C'est toute la richesse de nos prises en charge. C'est effectivement des consultations qui s'enchaînent avec un petit garçon de 18 mois qui ensuite vient après une ado de 17 ans. Donc effectivement, il faut que nos box soient plutôt adaptés pour des enfants de 0 à 18, voire 25 ans. L'idée, c'est que tout ne s'arrête pas à 18 ans, mais qu'on puisse continuer à accompagner ces jeunes adultes qui souvent se retrouvent très démunis à l'âge de la majorité, avec tout le système de soins et de suivi qui s'arrête. Ok, je vois que tu as des bagues. Est-ce qu'il y a un suivi régulier? Oui. Tu n'as pas besoin de lunettes? Si, je les ai refaites. Ok, super. Ah, t'as vu. Les écrans, combien de temps par jour tu dirais? 7 heures. Beaucoup, ouais. Comment ça se passe avec les autres jeunes du foyer? Ça va. On écoute le cœur, les poumons. Prends l'attention. Il faut composer avec le rythme et les possibilités de chaque enfant accueilli. Nous, on sait qu'on peut les aider, mais c'est parfois pas le bon moment pour eux. Donc il faut aussi accepter que c'est peut-être pas cette semaine qu'on va pouvoir l'aider sur telle ou telle problématique actuelle, et qu'il faudra peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois pour qu'il accepte d'être pris en charge. Et donc ça, c'est tout notre enjeu. Je vais transmettre à mes collègues les informations de la jeune que j'ai reçue à l'instant. Je l'ai trouvée très lisse, faciès sans émotion, très sur la retenue. Et elle est sous fluoxétine depuis 2 ans? 2 ans, a priori. Okay. C'était un psychiatre qui lui prescrivait, mais là, elle ne le voit plus. D'accord. Vous me direz si vous voulez la revoir ici après votre... Oui, elle a pu suivi. Oui. Et elle allait au CMP, mais ça s'est arrêté. D'accord. Nous sommes une équipe d'une 20aine de personnes actuellement. Médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens. La richesse de ce lieu, c'est aussi de pouvoir échanger avec l'ensemble des professionnels qui viennent de divers horizons et de pouvoir se nourrir de leur expérience dans certains domaines. On a par exemple des psychologues spécialisés dans les violences sexuelles, patients victimes mais aussi patients auteurs. Et c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout. Donc au-delà de lire sur le sujet, j'apprends beaucoup de mes collègues avec qui je travaille au quotidien. C'est ça que tu voulais? Merci beaucoup. Je cherche mon nom sur le tableau. Ah oui, il est là. Voilà, super.
J'ai le souvenir, on appelait à l'époque le stage infirmier, et effectivement avec ce rapport au corps qui était assez technique en stage infirmier, qui nécessitait de pouvoir apprendre à faire des prises de sang, et ça j'ai pas du tout aimé. J'étais trop anxieuse de pas réussir le geste évidemment, mais de devoir effectivement imposer un geste douloureux. Peut-être aussi pour ça que je me suis dirigée vers la prise en charge psychique des patients, une petite distance avec le corps, même si il est nécessaire évidemment d'examiner chaque patient. Je m'épanouis plus dans la prise en charge psychique des patients que dans l'examen clinique. On a une petite jeune qui est déjà venue et qui, suite à une consommation de protoxyde d'azote, a un trouble de la sensibilité des membres. Et donc, je lui avais envoyé faire plusieurs examens qu'elle m'a ramenés. Et donc, j'essaye de compléter son dossier pour voir quelles explorations on ajoute ou pas. Et je pense que l'état psychique du patient a un énorme impact sur le corps, et donc il faut se pencher sur comment va l'enfant avant même de l'examiner, évidemment. J'avais un enfant accueilli en pouponnière. Je travaille aussi quelques demi-journées par semaine en pouponnière et foyer de la protection de l'enfance. Cet enfant avait 2 ans et demi, qui avait un eczéma très difficile à soigner. J'avais beau essayer les multiples crèmes et traitements, ça ne marchait pas, et on l'a accompagné avec la puéricultrice en lui disant que c'était extrêmement compliqué, qu'on entendait qu'il voulait nous montrer qu'il allait mal, mais que là sa peau allait vraiment très mal et était très douloureuse. Je ne savais plus comment le soigner avec les traitements, mais que j'avais bien vu qu'il allait mal et qu'il m'avait montré avec son symptôme cutané qu'il n'allait pas bien, que nous avions bien entendu cela et que nous allions l'aider. Et effectivement, son eczéma s'est amélioré très très vite. Ce qui ne veut pas dire qu'il allait mieux, mais par contre, son eczéma allait mieux. Comment tu vas ? Bien. Ouais, j'ai lu le courrier de la neurologue qui dit qu'il faut patienter un peu, mais qui demande quand même un examen, c'est ça ? Et par contre, elle me parle de ton genou. Je me trouve assez humble dans mes prises en charge, c'est-à-dire que parfois, on ne peut pas tout changer. Et en tout cas, pas tout changer à la temporalité à laquelle je souhaiterais, moi, le faire. J'ai fait beaucoup de travail sur cette frustration-là, de me dire que parfois, je ne pouvais faire que semer des graines et que c'est pas moi qui verrais la fleur pousser dans les prises en charge, mais que, en tout cas, si j'avais pu accompagner un enfant ou une mère sur quelques mois, lui avoir apporté au moins cette bienveillance, c'était déjà pas mal. Est-ce que tu pensais de faire la kiné ? Écoute, je peux te faire moi une ordonnance de kiné. J'ai en tête que tu voulais reprendre un sport. Du foot ? Ouais. Et là, tu te sens de reprendre ou pas encore ? Non, pas encore. Et bien peut-être qu'effectivement la kiné, ça permettra de te donner confiance un petit peu dans ton corps. Ouais. Lorsque j'accompagnais les patientes à l'hôpital Mère-Enfant de l'Est parisien, effectivement, on les accompagne sur quelques semaines et après, elles rentrent à la maison. Des situations où on a aussi beaucoup travaillé le lien mère-enfant et c'est pas la bonne temporalité pour cette mère de pouvoir être avec son bébé cette année-là. Et donc, il faut accepter une séparation. Et c'est pas parce que nous, équipe, avons fait du mauvais travail, c'est pas parce que cette mère y met de la mauvaise volonté non plus, c'est simplement que c'est pas la bonne temporalité pour elle ou pour son bébé. Donc, effectivement, une séparation d'une mère et d'un bébé lorsqu'on a travaillé plusieurs semaines avec cette dyade, c'est toujours compliqué, mais il faut accepter qu'ils ne peuvent pas être ensemble en ce moment. C'est quoi comme entretien ce matin ? C'est pour une alternance. Tu vas confiante ? Tu es contente ou pas ? Oui. Ouais. Ça va. Vraiment. Ok. Je te libère ? Tout ne dépend pas que du médecin. C'est aussi pour ça que je cherchais un projet où on soit en équipe, d'accepter que moi, en tant que médecin généraliste, je passe la main à mes collègues psychologues et psychiatres et que ce ne sont pas avec mes médicaments que je vais tout résoudre. Il faut être en équipe pour accompagner ces enfants placés parce que seul médecin généraliste, on n'y arrivera pas. Il y a une déconnexion totale avec son corps. Donc, c'est difficile de lui poser des questions sur ce qui se passe dans son corps. Ouais. J'ai fait des recherches du coup sur est-ce qu'il faut prescrire de la kiné quand il y a des séquelles liées au protoxyde d'azote. C'est pas clair. Donc là, je pense que l'indication, elle serait plus de remise en mouvement de cette jeune fille qui a pas très envie qui a peur de reprendre le foot notamment. Elle me disait. Moi, pour avoir déjà suivi des patients, ouais. En fait, les médecins s'arrachent la tête, ouais. Les cheveux, pardon, ouais. Pas la tête encore. Là, on est juste aux petits cheveux.
ils s'arrachent les cheveux et en fait, ils y comprennent rien. Ouais. J'ai vu, au Québec, ils prescrivent des vitamines, des suppléments vitaminiques parce qu'ils disent que c'est une carence en vitamine B12. Mais en IM, parce qu'elle en a en Péros, c'est ce qu'on fait en France faute de mieux, mais ils disent au Canada que ça sert à rien en fait. Au-delà de ces symptômes actuels, la kiné, ça peut être aussi une porte d'entrée effectivement, sensations corporelles. Elle avait l'air assez motivée, donc je pense que ça lui parle un peu. La première confrontation à la mort d'une patiente, j'ai souvenir en garde où c'était l'interne qui allait faire le constat de décès dans les services, seul. Et c'était extrêmement, a posteriori, traumatisant, effectivement, d'imposer cela aux internes. Est-ce que c'est ce qui m'a orientée vers la pédiatrie ? Je ne sais pas. Parce que je pense que je pourrais aussi changer de tranche d'âge de prise en charge et me diriger vers la gériatrie. Ce serait peut-être une spécialité qui me plairait à un instant de ma vie. Mais oui, ça peut arriver, des enfants qui ont des maladies graves ou des jeunes qui ont un état psychique tellement difficile qu'ils en font des tentatives de suicide qui parfois aboutissent. On les dénombre sur les doigts d'une main, heureusement. J'ai accompagné un enfant en crèche qui avait une maladie grave et pour qui on a appris le décès, qu'il était accompagné dans une crèche depuis une année. Je crois que le fait d'être en équipe, de pouvoir partager les émotions du moment en équipe, nous a beaucoup soutenus chacun. C'est effectivement une des réalités aussi du médical. Heureusement que c'est que ponctuel et rare. Je ne crois pas que je sauve des vies comme mes collègues spécialistes en cardiologie ou urgentistes. Je pense par contre qu'en les accompagnant de façon régulière et bienveillante, je tente d'améliorer leur chemin de développement psycho-affectif, psychomoteur. Effectivement, un enfant qui va mieux, qui a moins de difficultés dans la gestion de ses émotions, c'est pas lui sauver la vie, mais c'est le mettre sur le bon chemin pour espérer qu'il ait une vie qui le rende heureux et qu'il puisse apprendre, travailler, et ne pas se retrouver à la rue comme beaucoup d'enfants placés, malheureusement. Moi, j'interviens sur une période de leur vie, de ne pas toujours savoir ce qui se passe pour eux après. Il faut accepter de travailler avec ça. C'est pas la médecine générale de médecin de famille qui va suivre effectivement l'enfant de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Mais si déjà il s'améliore sur quelques mois, quelques années, c'est satisfaisant. Bonjour, oui, on va s'arrêter là. Ouais, c'est par là mon bureau. On y va ? Tu vas ouvrir la porte ? Oui. Tu veux bien ? Ça va. C'est son activité favorite. Ouais. Ouvrir et fermer. Très bien. Il y a des petits jeux pour toi. Moi, je m'appelle Céline, je suis son auxiliaire, une des auxiliaires maternelles de... D'accord, merci. La protection de l'enfance, c'est une prise en charge difficile où on est confronté au trauma, aux violences. Beaucoup de miroirs renvoyés, des fois difficiles dans les consultations, avec nécessité de prendre beaucoup de recul, d'échanger en équipe. Donc je ne suis pas sûre que ça attire beaucoup de médecins. Heureusement que les services publics commencent à prendre conscience qu'il est essentiel de prendre en charge d'un point de vue médical les enfants placés. Néanmoins, les rémunérations salariales des médecins en protection de l'enfance ne sont pas toujours très attractives. Et c'est dommage parce qu'effectivement, c'est je pense, un métier difficile qui n'est pas reconnu d'un point de vue financier. Et on va finir cette matinée qui a déjà été bien remplie pour toi. Ouais. Ça, au fur et à mesure de la matinée, je vois qu'il se lâche un peu plus. Au début, il était très observateur. Il est arrivé avant ses 1 an. Ok. Du coup, il était un peu plus angoissé. Et dès qu'il est passé chez nous, ça a commencé à s'apaiser. Le sommeil ? Le sommeil. Il a un bon sommeil, par contre, à la réveil nocturne, c'est dû à ses angoisses. Le centre Asteria a à cœur de prendre soin des professionnels qui y travaillent. Donc j'ai un bon équilibre actuellement, vie professionnelle, vie personnelle. J'ai plus de temps à consacrer à mes 2 filles, et donc ça c'est chouette.
J'essaye de transmettre à mes collègues que la pause déjeuner, c'est une pause déjeuner, on ne parle pas boulot. Et ça, je pense que c'est important aussi dans l'équilibre de prendre le temps de manger. Alors, je dis ça, mais je mange souvent en réunion. Néanmoins, il faudrait le faire. Alors, on a la chance d'avoir un coach sportif qui vient notamment proposer de la boxe et du self-défense aux patients accueillis, mais qui vient aussi pour l'équipe. Donc le mercredi midi, on est plusieurs professionnels à faire un cours de boxe. Donc ça, c'est un sas très chouette. Moi, je ne pensais pas que j'aimerais la boxe, mais néanmoins, ça me plaît bien. Je fais aussi beaucoup de sport, de la course à pied, du yoga. Une autre manière professionnelle de pouvoir déposer ce qui viendrait nous prendre la tête, nous perturber, c'est de la supervision. Et c'est proposé ici très régulièrement au centre Asteria, parce qu'il est essentiel, vu la patientèle que l'on prend en charge, que l'on puisse partager en équipe sur les situations de violence extrême que ces enfants subissent. Qu'est-ce que, avec Justine, vous avez observé ? Nous, on a qui est venu avec son auxiliaire, ouais. Qui a identifié assez bien les déclencheurs de tous les signes d'anxiété là. Super. Notamment le bruit, et donc je pense qu'avec Justine, on va essayer de le revoir plus tôt que dans 3-4 mois. Ouais, super. Parce qu'il y a plein de choses à faire sur le plan psychomote. Entre le début de l'entretien où il était quand même assez figé, et la fin de l'entretien où il a pu être rassuré, il s'est levé, il a touché à du matériel, il a ouvert, fermé la porte. Je pense qu'il ne faut pas laisser trop de temps avant de le revoir. Ok, super. Pour pas tout simplement qu'il oublie la structure qu'il a croisée ici. Jamais je n'ai eu envie d'arrêter. Néanmoins, j'ai quand même pris 2 années sabbatiques depuis que je suis médecin pour pouvoir revenir à une réalité plus normale que toutes les histoires absolument atroces et difficiles qu'on entend dans nos prises en charge. À force de côtoyer des patients qui ne vont pas bien, qui ne se développent pas bien, qui ont des retards de développement, on en oublie parfois comment est la vraie vie et que, en fait, effectivement, tout le monde ne subit pas des violences non plus. Et je crois que c'est un peu mon modèle de se dire que je me donne à fond dans une structure, et parce que je trouve ça très enrichissant de pouvoir prendre en charge ces patients. Mais force est de constater que je me suis quand même arrêtée pour voyager ou pour prendre du temps pour mes filles et moi-même plusieurs fois déjà. On apprend dans les livres évidemment, mais ce qui nous enseigne le plus, ce sont les enfants. Et c'est en nous montrant qu'on part dans la mauvaise direction. Je pense que si on prend le temps de les observer, on se réajuste assez vite. Et je dis toujours à mon équipe, lorsqu'on a une question et on ne trouve pas la réponse, mettons-nous à la place de l'enfant, et là généralement ça c'est clair. Donc le plus grand enseignement, ce serait d'écouter les enfants. Voix de médecin est un podcast de WhatsApp Doc, disponible une fois par mois, partout où vous écoutez des podcasts. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le avec vos proches et mettez-nous des étoiles. Le tournage, l'écriture et la réalisation ont été assurés par Margot Kefelec. Le directeur de la publication, c'est Mathieu Durand, et le rédacteur en chef, Luc Angevert. Le générique est composé d'extraits du film Hippocrate, réalisé par Thomas Lilti, du dessin animé Bugs Bunny et d'une archive de l'INA. À très vite!